Nahshon, merci de nous rejoindre sur ce webinaire. C'est un webinaire qu'on organise en partenariat avec Webkeo et c'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre de notre fameux podcast Industrial Growth. Si vous êtes dans le secteur de l'industrie et particulièrement intéressé par les problématiques de croissance dans l'industrie, je vous recommande de rechercher ce podcast dans iTunes, Spotify, SoundCloud ou sur notre site, celui de l'agence NIL, et vous pouvez vous abonner pour recevoir automatiquement les épisodes et les prochains épisodes. Aujourd'hui, on va parler d'expérience client et de la manière de développer une expérience client unique dans l'industrie. Et donc, je reçois Laetitia Tissandier de chez Locabri. On va peut-être commencer par ça. Laetitia, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais chez Locabri et ce que fait Locabri? Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Laetitia. Ça fait 10 ans que je travaille chez Locabri, où j'ai eu la chance d'avoir plusieurs postes, ce qui m'a permis de connaître le métier du commerce, le métier de l'export et évidemment mon métier principal qui est la communication et le marketing. Locabri, donc nous sommes une PME située au sud de Lyon, à Brignais très exactement. On a 45 ans d'existence. On est spécialisé dans les bâtiments modulaires démontables à usage de stockage ou d'ateliers de production. On travaille essentiellement avec l'industrie, avec la grande distribution et les collectivités. D'accord. Toi, tu as un rôle un peu de directrice ou de responsable marketing. Je ne sais pas quel est ton titre exact. Moi, tu ne me voudras pas si je l'écorche un petit peu. Donc, tu t'occupes du marketing, mais tu as aussi un pied dans le commerce, si je ne dis pas de bêtises. Alors aujourd'hui, dans l'organigramme Locabri, donc on a un président dont je dépends directement et on a un directeur des ventes. Et conjointement avec ce directeur des ventes, on prépare de manière fluide notre plan d'action à la fois marketing et à la fois commercial. Comme ça permet d'être vraiment en phase tous les deux, même si parfois on a des points de désaccord comme dans toutes les entreprises. Ça nous permet d'être efficient dès le départ et d'aligner aussi bien les objectifs du business plan de l'entreprise que du plan d'action commercial et du plan d'action marketing. Donc on est vraiment sur la même ligne. Moi, il y a une première question qui me vient. Locabri, c'est une entreprise donc, qui installe des bâtiments modulaires. Ce n'est pas une activité qu'on pourrait qualifier d'hyper sexy. En tout cas, c'est par rapport à d'autres activités. Pourquoi à un moment donné, vous avez franchi ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu de votre stratégie marketing qui est, je trouve, assez avancée, assez offensive, notamment sur le digital qui est un axe majeur chez Locabri. Pourquoi à un moment donné, il y a eu cette décision d'investir sur le marketing, sur le marketing digital, sur la partie sales aussi aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous a amené à cette décision dans un contexte globalement encore un petit peu en retard, en fait, si on regarde un petit peu le monde industriel? Pour moi, vous faites partie d'une boîte qui est un peu en avance sur ces sujets-là. Comment vous en êtes arrivé là? Alors, comme tu l'as dit, Locabri, on fait des bâtiments modulaires. Donc, comme beaucoup de produits de l'industrie, c'est pas forcément super sexy pour communiquer. En plus, on est vraiment sur un marché un petit peu spécifique parce que on n'est pas sur un marché où on va créer le besoin. C'est l'entreprise qui va être notre cliente. On va pas l'appeler pour lui dire, bah voilà, on veut construire un bâtiment modulaire chez vous. C'est que vraiment l'entreprise, elle est en croissance ou elle a eu un fait d'actualité qui va faire qu'elle va venir à nous. Et donc, pour qu'elle vienne à nous, bah, il faut qu'on fasse du bruit pour qu'on nous connaisse et il faut qu'on communique. Et par rapport à ça, nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait qu'on essaye de faire du marketing et qu'on progresse un petit peu tous les ans. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte en analysant nos statistiques, nos chiffres, un petit peu comme tout le monde, tous les ans, on fait un plan d'action, on va mettre un budget sur la table. Et nous, on s'est rendu compte qu'on avait 80% de notre business qui était à l'origine via un vecteur digital. Nous, ça nous a fait prendre conscience que 80%, il fallait vraiment qu'on les travaille et qu'on arrive à monter quelque chose de structuré pour devenir encore plus efficace dans ce plan d'action. D'accord. En plus que vous avez un rayonnement qui est aujourd'hui international, puisque je crois que vous avez une entité en Espagne de mémoire ou dans d'autres pays européens. Donc ça veut dire que le digital il devient encore plus important pour aller toucher ces clients-là notamment.
C'est ça. Et on parle des clients, mais avant qu'ils soient clients, il y a tout un process avant qu'ils arrivent à notre équipe commerciale qui a la chance aujourd'hui de faire de prospection sortante dans le dur. Donc aujourd'hui, vos commerciaux récupèrent des leads ou des clients, des prospects entrants grâce au digital et grâce aux actions que tu mènes au niveau du marketing. C'est ça. Donc aujourd'hui, le process grande masse, c'est nous, on va faire des choses en amont de la phase de vente. Donc l'équipe marketing de Locabri, on est 2 dans cette PME. Et à l'issue de toutes nos actions marketing, nous, on va alimenter en nouveaux prospects l'équipe commerciale. Donc là, on est vraiment sur des gens qu'on ne connaît pas et qui vont arriver. Et puis, on va continuer à entretenir tous nos prospects déjà existants et tous nos clients. Ok, merci pour ces éclaircissements. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. L'idée aujourd'hui, c'est de parler d'expérience client. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses nous partager un petit peu ce que vous avez pu mettre en place chez Locabri, qu'on puisse échanger un peu là-dessus. Je pense aussi d'un point de vue sur ce qui peut être amélioré, sur les freins, les leviers que tu as utilisés pour que ça fonctionne. Juste avant, pour resituer un petit peu le contexte, rappeler un petit peu de quoi on parle quand on parle d'expérience client. Moi, je vais me baser sur ce fameux modèle de la flywheel. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, on aura l'occasion de faire peut-être un webinaire spécifique sur ce sujet-là. C'est un modèle de croissance un peu différent du fameux modèle en entonnoir. Je vais y revenir dans quelques minutes. L'idée de ce modèle de flywheel, c'est qu'on constate depuis quelques années un truc très simple, c'est que si vous demandez à vos clients, si vous êtes dans l'industrie, que vous demandez à vos clients qu'est-ce qui vous a convaincu de travailler avec nous, quel est le facteur le plus influent dans la prise de décision, dans la décision d'achat, que ce soit en B2B, en B2C, le bouche à oreille est un facteur qui est déterminant. Et vous avez 74% des répondants qui vont vous dire que le bouche à oreille est l'élément le plus influent. Ça pose question par rapport à toutes les stratégies marketing qu'on met en place, aux stratégies commerciales, parce que on est dans des démarches où on veut attirer les gens, on veut leur montrer qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus beaux, qu'on a les meilleurs produits, les meilleurs services. Mais ce qui, à la fin, va être l'élément le déclencheur, en tout cas le plus important dans la prise de décision, c'est le bouche à oreille et c'est la recommandation. Ce n'est pas une statistique nouvelle, mais c'est une statistique qui doit nous interroger sur nos pratiques marketing. Une autre slide, j'aime bien montrer, après j'arrêterai avec mes slides, mais c'est juste pour resituer un peu la discussion qu'on va avoir. C'est qu'aujourd'hui, quand vous demandez à des gens quelles sont les professions qui vous inspirent le plus confiance, évidemment, on va retrouver les médecins en tête de liste, les pompiers, les profs, les infirmiers, etc. Et puis, vous retrouvez tout en bas de la liste les marketeurs et les commerciaux avec seulement 3% des gens qui ont confiance dans ces deux professions-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est juste devant les politiciens, les vendeurs de voitures et les lobbyistes. Donc, on a encore un peu de marge avant de tomber au fond du trou. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le marketing à la papa, le marketing old school qui vise seulement à pousser des messages, à raconter comment on est beau, ça ne suffit plus. Et que ce qu'on doit chercher à faire, c'est faire en sorte d'être dans les prestataires qui vont être recommandés. Ma première question pour toi, Laetitia, est-ce que dans votre façon de travailler aujourd'hui, comment tu estimes le poids de la recommandation? Est-ce que tu vérifies un peu cette statistique? Alors, aujourd'hui, nous, on a un outil en fait qu'on utilise au niveau marketing et au niveau commercial qui est HubSpot, qui nous permet de tracer comment nos prospects et clients nous ont connus. Donc nous, on estime aujourd'hui que 20% des gens qui vont nous passer une commande dans l'année sont arrivés par de la recommandation, soit de la recommandation interne, donc l'exemple typique c'est le chef d'entreprise qui en parle à son directeur des ventes, à son directeur logistique ou production, et donc ça c'est une recommandation classique. Et la deuxième recommandation, c'est chez nous, on l'a identifié comme recommandation externe, c'est quand un client va nous recommander auprès de son voisin qui est aussi industriel, et comme ça va faire l'effet, le fameux effet boule de neige. Donc ça, on n'avait pas trop de levier jusqu'à présent pour travailler dessus et améliorer ça. Et aujourd'hui, on essaye au maximum de faire que nos clients nous recommandent. Ça passe par des actions très simples, tout simplement, on les appelle, on leur demande s'ils veulent bien nous recommander, ça va passer par de l'enquête
à la suite du travail avec nous. Et l'objectif, c'est vraiment d'entretenir ça pour qu'ils nous recommandent derrière. D'accord. Et en fait, un élément qui est essentiel dans la recommandation, qu'est-ce qui fait que moi, je vais recommander tel ou tel service qui m'a plu? C'est que j'ai dû normalement vivre une expérience qui est unique. Et c'est là qu'on va faire le lien avec le sujet du jour, qui est l'expérience client. La recommandation, elle ne fonctionne que si mon expérience, tout au long de la relation que j'ai pu avoir avec le prix ou avec votre société, si on transporte d'ailleurs, elle a été unique, elle a été sans friction. Et c'est un élément qui est essentiel et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ce modèle de la flywheel qui va replacer le client au centre. Et en fait, on va éviter le fameux entonnoir. Vous vous rappelez de cet entonnoir quand j'ai appris le marketing, moi, on m'a parlé que d'entonnoir. C'est qu'une histoire d'entonnoir, le marketing. Vous mettez de l'énergie en amont, vous faites du marketing, vous investissez sur le marketing, vous embauchez des commerciaux et derrière, vous récupérez des clients. C'est peut-être vrai, mais quand on fait ça, on perd énormément d'énergie puisque une fois qu'on a un client, on considère que c'est le résultat d'un process. C'est le résultat de nos investissements et en gros, on va le mettre un petit peu de côté et on continue à investir sur le marketing, la publicité, les actions marketing, les actions commerciales pour générer de nouveaux clients. Si on transpose un peu le modèle et qu'on place notre client au centre, là, les choses sont un peu différentes. C'est qu'on va pouvoir utiliser ce client-là comme moteur de recommandation. Et là, ce qui va être important, c'est d'imbriquer les trois briques qui sont le marketing, le commerce et la partie service, la relation qu'on va avoir avec le client, pour éliminer les frictions et s'assurer que toutes ces équipes-là, ces trois équipes, sont alignées, non pas entre elles, mais sur le parcours du client. Et donc, l'élément central, c'est d'éliminer les frictions. Et je pense que si on veut offrir aujourd'hui une expérience client unique, il va s'agir de faire en sorte d'identifier, de cartographier ce parcours, d'identifier chacune des frictions, et puis d'essayer de faire en sorte que mon parcours soit la joie et soit finalement sans friction. Moi, ma question, pour revenir à Locabri, Laetitia, c'est aujourd'hui, comment vous démarrez? On voit que ça démarre très tôt finalement avant que la personne soit cliente, et ça démarre notamment au niveau du marketing. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, aujourd'hui, chez Locabri, pour faire en sorte que votre futur client commence à vivre cette expérience unique avant même d'être client avec vous? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place si c'est des choses que tu n'as pas encore mis en place? Alors, aujourd'hui, nous, l'idée, c'est qu'on pense aux solutions modulaires, si je prends vraiment l'exemple de Locabri, comme une vraie alternative, on va dire, à la construction, pour faire simple et schématiser. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus et qu'on réfléchit à des choses. Et le premier frein à lever en interne, c'était vraiment de se dire il faut qu'on parle des solutions modulaires de manière générale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on va dire sur Internet, on va le dire en effet sous l'appellation Locabri, mais ça va servir toute la branche, donc ça veut dire nos concurrents aussi, des bâtiments modulaires démontables. Donc, l'idée, c'est pas de vanter les mérites de Locabri, mais vraiment de vanter les mérites de la solution. Donc, pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un blog. On utilise aussi les réseaux sociaux pour promouvoir les articles qui sont rédigés. Et l'idée, c'est qu'on va rédiger des articles beaucoup plus larges que sur notre activité. Donc, l'objectif, c'est de présenter la solution, ses avantages, comment on peut l'utiliser, et dans la mesure du possible, vraiment donner les grands axes de cette action. Donc, ça, c'est vraiment en amont du fait qu'on va faire du marketing opérationnel au sens strict et, je ne sais pas, adresser un email à quelqu'un. Là, c'est du bruit qu'on fait à la fois sur les réseaux sociaux, sur Internet et également qu'on va accompagner via des relations presse ou d'autres choses plus classiques, on va dire. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ok. En fait, si je comprends bien... Alors, attends, je crois que j'ai un petit problème de son. Donc nous, on t'entend bien. On va la jouer comme ça sera plus simple. Vous m'entendez? On t'entend plus. Vous m'entendez? C'est bon. C'est bon, c'est revenu. Ok. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui? Tu m'entends, Laetitia?
Oui, moi je t'entends, c'est bon. Ok, c'est nickel. Donc, ce que je voudrais, excusez-nous pour ce petit incident technique. En fait, ce que je voudrais juste voir avec toi, c'est sur cette partie marketing. Donc, si j'ai bien compris, éliminer les frictions, c'est quelque part répondre de manière un peu préventive à toutes les questions que pourrait avoir un prospect avant même d'avoir peut-être l'idée d'installer un bâtiment modulaire. C'est-à-dire que j'ai un problème, par exemple, de stockage, ben, je vais taper dans Google comment stocker le matériel, enfin les produits en plus temporairement. Je vais commencer à chercher peut-être à construire un bâtiment, etc. Et là, normalement, je dois découvrir à ce moment-là l'existence de la solution stockage temporaire au bâtiment modulaire. C'est exactement ça l'idée. Et si on pousse l'idée encore plus loin, on va fonctionner via ce qu'on appelle des cocons sémantiques. Et par exemple, on va identifier que nous, nos clients, c'est par exemple des responsables de production. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller interviewer ces personnes, responsables de production, pour leur demander, quand vous cherchez une solution, qu'est-ce que vous allez taper comme mots-clés, comment vous recherchez, est-ce que c'est sur Internet, est-ce que c'est sur un autre support. Et nous, l'idée, c'est de nous enrichir de tout leur vocabulaire, de parler à ces personnes, comme là, on est en train de discuter, comme si vraiment on connaissait à 100% leur métier. Et dans cet objectif-là, nous, on se positionne vraiment comme un expert du domaine et comme une entité qui connaît la problématique de ces personnes. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué à faire parce que appeler un responsable de production qui n'est pas forcément notre client pour lui demander comment il recherchera une de nos solutions, c'est pas tous les jours que les gens nous accueillent à bras ouverts parce qu'évidemment, ils ont leur job à réaliser. Mais je pense que c'est quelque chose d'indispensable à réaliser, bien connaître ses interlocuteurs pour pouvoir leur présenter des solutions qui pourraient leur servir non pas demain, après-demain, mais peut-être dans 2 ans, 3 ans. Là, on n'a pas la main. On va essayer comme ça. Sujet-là. Vous m'entendez? Karim, je ne sais pas si tu es encore avec moi. Vous m'entendez? Ouais. On va figé en face de moi. On va essayer comme ça. Vous m'entendez? Apparemment, on t'entend, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais. Donc, si on comprend bien, on essaye de, c'est un peu ce que j'ai mis sur ces slides, c'est d'apporter de la valeur, d'ajouter de la valeur avant de chercher à en extraire, offrir une expérience client remarquable quand on est encore au stade de l'avant-vente, c'est faire en sorte que la vie du prospect soit la plus facile possible et qu'on puisse derrière répondre à tout un tas de questions que peut se poser le prospect, que peut se poser le visiteur de votre site web et qui vont l'aider à bien acheter. Exactement, c'est ça. Okay. Si on continue un petit peu dans le parcours d'achat, j'ai lu des blogs, j'ai téléchargé des contenus, j'ai regardé des webinaires. En tout cas, tu m'as aidé, moi, responsable de prod, peut-être à répondre à un certain nombre de questions que je me posais. Et puis, à un moment donné, j'arrive au stade où il faut que je parle à quelqu'un de chez vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que je puisse parler à un de vos commerciaux pour qu'on puisse m'aider, parce que techniquement, je ne vais pas pouvoir aller installer le bâtiment tout seul. Comment vous gérez la suite et notamment la transition entre tous ces contenus et toute cette stratégie de contenu que vous avez pu mettre en place et le moment où tu vas toi envoyer ce contact-là vers tes commerciaux? Comment tu as pu organiser les choses et quel frein, quel levier tu as constaté à ce niveau-là? Alors aujourd'hui, pour nous, c'est un des endroits le plus délicat à gérer. Parce que les commerciaux, historiquement, ils ont l'habitude d'appeler du lead entrant et de faire un devis derrière. Avec ce système d'attraction, là, comme c'est sur ton schéma, on change la donne en fait. Le client, il est beaucoup mieux informé et beaucoup plus au fait de ce qu'il peut faire avec des bâtiments modulaires démontables. Il a peut-être téléchargé une étude de cas. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est pas forcément un devis tout de suite. Et là, c'est vraiment une prise de contact, discuter avec quelqu'un, en savoir encore plus. Donc, nous, ce que ça impose, c'est que les commerciaux, maintenant, ils traitent deux types de leads. Le lead chaud, la personne qui sait ce qu'elle veut un devis tout de suite. Donc là, c'est le pipe habituel, traditionnel, qui existe depuis toujours. Et ils traitent un deuxième type de lead où là, on est vraiment sur de l'accompagnement au projet, faire avancer la personne dans sa réflexion. Et donc, pour nous, c'est quelque chose de totalement différent.
différent. Donc nous, en interne, ça nous a impliqué, ça a impliqué deux choses. Une mise à niveau au niveau marketing, parce qu'on n'avait pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça, et également des formations pour notre équipe commerciale, qui eux n'avaient pas du tout l'habitude de répondre à des gens qui avaient téléchargé une étude de cas ou suivi un webinaire. Donc le plus difficile, c'est vraiment l'accompagnement de changement pour moi à ce niveau-là. C'est vraiment pour le client, l'expérience elle est transparente. Pour lui, il suit un chemin classique. J'ai lu des choses, maintenant je veux parler à quelqu'un, en discuter. Pour nous en interne, c'est vraiment là que se joue le match, concrètement. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on soit très aligné en termes de valeur ajoutée qu'on a, même si le livre blanc a amené beaucoup de valeur ajoutée en amont. Il faut que la relation avec le commercial soit au moins au même niveau, quoi. Un formulaire, il y a vraiment une personne qui va savoir nous renseigner. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Et après, le client ou le futur client, il est tout de suite rassuré d'avoir quelqu'un au téléphone, une vraie personne. Je le dis avec le sourire, mais c'est très important dans l'expérience client. On a tendance un petit peu avec tous ces outils, tu parlais d'HubSpot, mais il y en a plein d'autres de marketing automation, on croit que ça va remplacer à un moment donné, il ne faut pas se tromper, quoi. Ça ne va pas remplacer la relation qu'on peut avoir avec les gens, et il n'y a pas d'autre moyen que le téléphone pour vendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse appeler les gens, et donc du coup ça nécessite de former les équipes commerciales. Est-ce que tu as des astuces à partager avec nous sur la manière de sensibiliser les commerciaux? Je sais que les commerciaux chez Locabri, ils sont plutôt ouverts à cette approche-là, ils sont ouverts au digital. Qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui a facilité? Alors, concrètement, nous, pour mettre en place tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on y travaille. Et ça fait 2 ans qu'on a basculé avec un alignement complet du commerce et du marketing. Pourquoi Parce que certaines peurs pour nos amis commerciaux, de perdre un petit peu la main sur ce côté commercial. Et de se dire, si le marketing en fait plus ou donne plus d'informations, moi je n'ai plus les arguments à avancer à mes clients. Alors que non, une fois qu'on a levé ce frein-là et qu'on a avancé, au contraire, en fait, ça fluidifie la relation et le prospect ou le client, il peut choisir la manière dont il veut recevoir cette info. Donc, soit il préfère être contacté par email et avoir de la newsletter, soit il préfère se dire, moi, je préfère échanger directement avec quelqu'un et qu'on utilise le téléphone plutôt comme outil de communication. Donc, une fois la peur passée, une fois tout le monde formé, nous, on se rend compte que ça fluidifie et que ça simplifie les relations. D'accord. Ok. Une question que je me pose, c'est dans la suite de la relation commerciale. Là, c'est la prise de contact. Moi, je suis commercial, je continue à discuter avec le commercial. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné aussi une façon de faciliter cette expérience client quand je suis dans la relation commerciale avant de devenir client? Je pense à quelque chose de tout simple. J'imagine que les questions que je peux me poser si je dois installer un bâtiment modulaire sur mon terrain, c'est toujours un peu les mêmes en fait. Typiquement, est-ce que j'ai des autorisations à déposer? Combien de temps vont durer les travaux? Est-ce qu'il faut faire des fondations? Enfin, j'imagine toutes les questions techniques. Comment vous avez anticipé ces questions-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez pour améliorer l'expérience dans le sens répondre préventivement aux questions du client? C'est quelque chose que vous avez mis en place avec vos commerciaux? Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place, mais qu'on a encore quelques difficultés à déployer, tout simplement parce que historiquement sur les sites internet, on avait les fameuses foires aux questions. Donc là, il y avait ces foires aux questions. On répondait de manière assez simple. Après, il y a un juste milieu à trouver pour pas donner non plus trop d'informations à nos amis concurrents. Donc il faut arriver à se dire, allez, les concurrents, c'est pas eux qui vont venir sur notre site internet, c'est bien nos prospects et nos clients. Donc il y a cette étape-là aussi à franchir et psychologiquement, c'est pas toujours évident à faire. Et derrière, il y a aussi besoin de ressources humaines pour réaliser ce genre de support. Et nous, ce qu'on essaye de faire depuis 6 mois, c'est d'embringuer les commerciaux avec nous, j'ai envie de dire, dans notre action marketing.
D'accord. Et on leur fait faire des mini-vidéos. Donc, nous, on référence un peu toutes les questions de nos clients et c'est les commerciaux qui répondent en direct. On enregistre cette vidéo et après on la poste sur notre site internet et ils peuvent envoyer un lien vers leurs prospects, aux prospects pour qu'ils puissent accéder à ces questions. C'est en fait quelque chose comme une base de connaissances accessible à tous, qui peut servir évidemment en premier lieu à Locabri, mais qui peut aussi servir à des gens qui se poseraient des questions sur le permis de construire et ça élargit le spectre. Ouais. Ça, c'est quelque chose de super important. L'expérience client, c'est répondre préventivement, éliminer les frictions et donc répondre préventivement à toutes ces questions. Et la vidéo, typiquement dans des métiers comme les vôtres, elle évite, elle met en avant le commercial parce que du coup, il est connu avant que les prospects le connaissent. Il répond et ça le positionne aussi en expert. Ça a l'avantage aussi, j'imagine, de les d'embrigader, enfin, embringuer, comme tu disais tout à l'heure dans la démarche. Je sais pas c'est quoi le bon terme. Je sais pas si c'était très français ce que je disais. Je sais pas les bons termes, mais c'est de travailler ensemble. Dans la démarche marketing et de faire en sorte qu'il soit partie prenante. Moi, j'aime beaucoup cette approche-là. Donc là, c'est sur la partie commerciale, on répond préventivement. Moi, je veux juste dire un truc aussi que vous pouvez faire avec vos commerciaux quand ils ont un peu des doutes sur les contenus à mettre en ligne ou à partager. Bon, déjà, on n'est pas obligé de tout mettre sur le site internet. Ça peut être des contenus que vous utilisez en one-to-one quand le commercial envoie un email à un prospect. On n'est pas obligé sur certains contenus de les mettre en ligne, même si c'est toujours intéressant. Et l'autre chose, c'est de se dire qu'aujourd'hui, à l'heure du digital, le client, le prospect, il va chercher les réponses sur internet. Et donc, la question, c'est pas tant de savoir si mes concurrents vont le voir, c'est de savoir est-ce que j'accepte, moi, aujourd'hui, que mon client trouve cette information-là sur le site de mes concurrents. Donc, celui qui gagne le match, c'est celui qui donne l'information au bon moment dans le parcours du client. Et donc, je pense que l'info, elle va se trouver sur Internet. Si je cherche, je vais la trouver. Je vais trouver le billet de blog ou le témoignage du client qui explique comment il a pu résoudre le truc. Et donc, ça veut dire qu'il faut être le premier à la donner. Et il faut, en termes de friction, il ne faut pas forcer notre client à aller chercher l'info ailleurs, alors que je peux tout à fait lui donner gratuitement sans que ça ait un grand impact sur mon business aujourd'hui. À moins que vous révéliez le secret de fabrication des poteaux métalliques qui chapeautent les structures, je vois pas trop ce qu'on aurait à cacher au client, quoi. Ok, ça c'était pour la partie commerciale. Alors on avance un peu dans le temps. Moi j'aimerais bien qu'on parle aussi de la suite quand en fait je suis devenu client. J'ai typiquement, si je remets un peu ma slide, j'ai comment dire commencé à discuter avec vous. J'ai signé mon affaire. Donc on est là entre la partie engage et deal. Je suis devenu client de Locabri parce que vous avez su me convaincre. Comment on peut faire en sorte d'éliminer les frictions quand on est maintenant sur la partie suivi client en fait? Alors, chez Locabri, comme dans d'autres entreprises, souvent, en fait, une fois que le commercial a terminé son travail, lui, il va continuer à entretenir la relation commerciale. Et parfois, on va basculer sur un service technique. Donc, nous, en l'occurrence, on a une équipe technique qui va prendre le relais du commercial une fois le contrat signé. Donc, pour faire ça, nous, on informe notre client du process bien en amont. Il n'a encore pas signé de contrat, qui sait déjà comment ça va se passer parce que on lui donne l'information tout de suite. Une fois qu'il a signé son contrat, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui envoyer ce qu'on appelle un welcome pack, simplement. Donc, dans ce welcome pack, il va avoir son numéro de commande, il va avoir des informations relatives à son contrat, des informations relatives à tout ce qui va se passer, donc facturation, tenue du chantier qui va se
facturation, tenue du chantier qui vont passer chez lui. Il va avoir une liste d'interlocuteurs clés à qui il aura affaire à un moment ou à un autre. Et ensuite, il va donc installer sa structure. Donc là, une fois que sa structure est installée, pendant cette période-là, il va recevoir des messages du commerce, des messages de la technique, qui va échanger par téléphone. Nous, d'un point de vue marketing, on va aussi lui pousser des messages pour le rassurer sur comment ça va se passer. Donc, soit une petite vidéo, soit une newsletter, ça va dépendre. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle la vie du contrat. Donc, j'ai ma structure, donc mon bâtiment chez moi, je vais l'utiliser tous les jours. Donc là, nous, on a des retours d'expérience de nos anciens clients et clients actuels qui vont nous permettre de donner des trucs et astuces à nos nouveaux clients pour leur dire pour entretenir, je sais pas, votre ouverture, c'est bien de faire comme ça, ou si vous stockez des racks, c'est bien de protéger votre bardage pour éviter vraiment des choses au quotidien. Et nous, derrière, on va faire deux choses qui sont là aussi centralisées au marketing, mais plus pour une question de fonctionnalité. On va faire ce qu'on appelle des enquêtes clients pour savoir si tout s'est bien passé pendant ces deux phases, en fait, phase commerciale et phase technique. Et on va faire aussi des enquêtes, je ne sais jamais comment elles s'appellent, c'est des enquêtes NPS, je crois, où là, en fait, à peu près tous les 3-4 mois ou une fois par an, on va contacter nos clients pour leur demander si tout se passe bien, tout continue bien. Donc là, si on a des réponses négatives, elles vont être traitées par des membres du comité de direction, parce que c'est quelque chose d'important chez nous de savoir pourquoi le client n'est pas content. Et si on a des réponses positives, ce qui est le cas dans 96% des cas, nous, on va faire une action marketing derrière. On va appeler ces clients et on va aller chez eux. On va aller faire une vidéo, on va aller faire une interview, on va aller visiter leur site et avoir un retour d'expérience. Et en fait, qui parle le mieux d'une réussite, c'est vraiment la personne qui la vit. Donc, c'est le client. C'est pas nous au marketing. Tout à l'heure, là, tu as montré un slide où on voyait que le marketing, on nous croyait pas. Nous, on a arrêté de parler concrètement et on fait parler nos clients. C'est le plus simple. Donc, des études de cas, des vidéos. Donc là aussi, le frein à lever, il est compliqué parce qu'en fonction des domaines d'activité, le client, il veut pas forcément témoigner. Le client, il veut pas que ses concurrents sachent ce qui se passe chez eux. Donc parfois, le client, il veut bien témoigner de manière anonyme, et parfois, il est au contraire très content de témoigner entre guillemets à visage ouvert et de faire valoir aussi son entreprise. Donc, c'est le conseil que s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment le client qui parle le mieux de ce qu'il a vécu. Et de là part où recommence le cycle en fait de l'expérience client. Une fois qu'on a des clients satisfaits, qui le disent, qui le font savoir, nous on a gagné notre challenge marketing. Alors moi tu as dit énormément de choses là, dans ce que tu viens de décrire sur le fonctionnement de Locabri. Si je les reprends point par point, la première c'est qu'on mesure, c'est-à-dire que avant de pouvoir il y a quelque chose qui est assez surprenant souvent dans les entreprises industrielles, c'est qu'on finalement on mesure assez rarement le niveau de satisfaction de client, comme si on avait un petit peu peur de savoir ce que pensent vraiment les clients. C'est un truc qu'on fait une fois tous les 3 ans avec une enquête de 4 pages, donc comme ça on s'assure bien que personne ne répond à l'enquête, et puis on essaye de pas trop tenir compte des remarques, parce que finalement si l'eau chaude ne sort pas chaude du robinet, c'est bien connu, c'est la faute du plombier, c'est pas la faute de l'installation, c'est la faute du client, quoi. Donc, la première chose, c'est de mesurer. Donc, tu as donné quelques indicateurs qui sont intéressants. Il y en a un qui est vraiment simple à mettre en œuvre, c'est le NPS, le Net Promoter Score. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Vous envoyez une enquête à vos clients et vous leur demandez, sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure ils recommanderaient vos services. Donc là, typiquement, Locabri, vous envoyez une enquête et vous demandez à vos clients, à intervalle de temps régulier, est-ce que vous recommanderiez Locabri, est-ce que vous recommanderiez Locabri à un ami ou à un confrère, et vous notez de 1 à 10. Et puis vous mesurez ce score-là, vous faites une synthèse des gens qui vous ont des notes, et ça vous donne ce qu'on appelle le Net Promoter Score, avec un objectif, c'est d'avoir une note supérieure à 8. Donc là, on est dans le cas d'un client promoteur. De 6 à 8, on est dans le cas d'un neutre. Et en dessous de 6, on est un détracteur. Et donc ensuite, il faut agir sur ces clients mécontents, c'est ce que tu viens de dire. On prend des mesures pour savoir pourquoi ces clients sont mécontents et on essaye de proposer des solutions. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous mesurez, vous allez obliger quelque part le client à exprimer
sa satisfaction ou son insatisfaction. Donc, ça vous permet aussi de réagir. Et s'il est content, ça vous permet aussi de construire ces fameuses études de cas. Ça doit être le truc le plus compliqué en marketing industriel, obtenir des études de cas. On a l'impression que les gars, tu leur demandes de se marier avec toi, quoi. C'est un truc vraiment difficile. J'arrive jamais, moi, à convaincre les clients de mes clientes de faire des témoignages. C'est très compliqué. Et en fait, c'est quelque chose, comme tu disais, qui s'anticipe. Si on demande l'avis très tôt, on peut préparer suffisamment à l'avance la demande, le fait que le client va accepter de nous laisser une étude de cas. Une petite astuce que je peux vous donner, vous pouvez l'intégrer si vous êtes sûr de la qualité de vos services et que vous avez mis en œuvre tout ce qu'il faut pour éliminer les frictions. Vous pouvez l'intégrer dans dans votre contrat initial, c'est-à-dire qu'à l'issue de la mise en œuvre du bâtiment ou de mon service, le client acceptera de proposer une étude de cas. C'est une façon de montrer que vous êtes très sûr de la qualité du service que vous allez fournir. Maintenant, voilà, essayez de le faire, mais c'est quelque chose que vous pouvez anticiper très en amont. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Merci beaucoup en tout cas, Laetitia, pour toutes ces infos. On n'a pas eu beaucoup de questions, mais je crois que tu as été très exhaustive sur le parcours, les cheminements du client aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu pourrais, pour conclure, un petit peu nous dire en termes de choses vraiment à retenir, de choses qui sont importantes pour toi, que tu as envie de partager avec l'audience par rapport à ton expérience de construction un peu de tout ce process aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est que si vous, en tant que marketeur ou responsable com ou en charge de cette fameuse communication pour que le client vive une expérience unique, vous êtes convaincu qu'il faut faire certaines choses, le premier conseil, c'est ne lâchez pas et persévérer dans votre idée. Moi, il y a des choses, ça fait 5 ans que j'essaye de les mettre en place et je les mets en place aujourd'hui et ça fonctionne. Donc, l'exemple type, c'est le webinar. On en a fait un. On a eu de bons résultats à la suite de ce webinaire et personne ne croyait en ce webinaire. Donc, c'est moi qui l'ai animé au final alors que ce n'était pas du tout prévu comme ça. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il faut faire des choix stratégiques. Donc, pour faire des choix, moi, je mesure tout ce qu'on fait. Donc, derrière, j'ai des tableaux de bord, j'ai des outils qui me permettent de mesurer et je vois les leviers qui vont me permettre de générer du business tout de suite et ce qui va me permettre de générer du business à moyen ou long terme. Donc, après, c'est un savant dosage entre les deux que je présente en comité de direction pour qu'ils me valident mon plan d'action pour l'année. Et le dernier point qui est essentiel pour moi, c'est vous êtes convaincu, puisque c'est votre métier, vous savez que ce que vous avez à faire et comment le faire. Il faut vraiment convaincre toutes les équipes qui sont dans la boucle. Donc là, je vous ai parlé de l'équipe commerciale qu'on a convaincu de travailler avec nous et de faire des vidéos, par exemple. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec l'équipe service, donc qui s'occupe de tout le service après-vente, pour qu'eux aussi, demain, plutôt des techniciens, ils se mettent aussi peut-être à faire de la vidéo pour répondre à nos clients. Donc, c'est vraiment un travail au quotidien et une fois que les gens sont convaincus en interne du bien fondé de la chose, derrière, c'est vraiment très facile à mettre en place et ça a vraiment un impact très fort sur les clients. Puisque honnêtement, parler d'une tente industrielle démontable à mettre sur un parking chez vous industriel et arriver à rendre un bâtiment qui est un bâtiment traditionnel, sexy et à faire qu'on parle de nous, c'est pas tous les jours simple. Donc, ouais. Et vous particulièrement, c'est pour ça que votre cas est intéressant, c'est que c'est pas le produit qui va vous différencier, même si vous pouvez avoir quelques innovations. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est comment dire la qualité de l'expérience client, la façon dont vous allez accompagner vos clients tout au long de leur parcours. Exactement. En fait, merci beaucoup Laetitia d'avoir partagé tout ça avec nous. Tu es allé très loin dans les infos que tu nous as données sur la façon dont vous avez mis ça en place. C'est vraiment super cool d'avoir été aussi généreuse dans tout ça. Je vous donne rendez-vous à tous sur Industrial Growth et sur Webikeo pour les prochains numéros. Merci à tous pour votre participation. À bientôt. Merci, au revoir.